Il était une fois, au cœur des montagnes jurassiennes, une vaste et paisible clairière. À l'abri des regards indiscrets, une ferme isolée. C'est là que se cache depuis 9 mois une famille de requérants d'asile menacés d'expulsion. Une famille zaïroise du nom de Muset. Fuyant la police fédérale, ils ont trouvé refuge chez la famille Burkhalter. Le 11 janvier, à 7h30, une dizaine de véhicules encerclent la ferme. Près de 20 policiers s'engouffrent dans la maison. La famille Muset est sèchement tirée de son lit. À moi, elle a dit « priez pour moi ». C'est la seule chose que vous pouvez faire maintenant. Puis ça m'a vraiment frappée. Alors que la famille Muset, encore sous le coup de la stupeur, rassemble à la hâte quelques affaires, déjà un hélicoptère fonce dans le ciel jurassien. Une expulsion menée comme une opération militaire par le commandant de la police jurassienne. Quand Madame Muset a vu que je prenais des photos, elle m'a conseillé, elle m'a dit de faire publier ces photos à la presse pour que toute la Suisse voit comment ça s'est passé. Des moyens exceptionnels pour arracher les Muset à une paisible famille de paysans suisses. Les Burkhalter ne peuvent téléphoner, leurs lignes ayant été coupées. Le ciel était bas, et puis cet énorme hélicoptère est sorti par là, il a fait tout un tour, et il y avait un bruit assez énorme qui donnait une impression pénible. Je sais pas, ça me donnait tout à fait l'impression que quelque chose d'anormal se passait et de tragique. Pendant ce temps, à Genève, on prépare discrètement un Mystère 50 privé. Mais, chose surprenante, l'hélicoptère ne se dirige pas vers Genève, mais vole en direction de l'aéroport militaire de Payerne, d'ordinaire interdit au trafic civil. La famille Muset est secrètement embarquée à bord du jet qui décolle vers le Zaïre. Un voyage qui met fin à 17 années vécues en Suisse. Ignorant encore que le renvoi s'est fait par avion privé, les sympathisants de Muset investissent l'aéroport de Kloten à l'heure du vol régulier pour Kinshasa. He is an activist, a militant of the Syrian opposition, and he is in danger of prosecution in Zaire. Sur tout le territoire suisse, le groupe Coordination Asile a mis en place un système d'alerte en cas d'expulsion. À Genève, première escale du vol vers Kinshasa, on pense que Muset et sa famille sont à bord. L'expulsion suscite déjà des réactions. Je trouve qu'on répète ce qui s'est passé pendant la guerre avec les Juifs. On a bouclé les frontières, on les a mis à la porte et ils ont été exécutés. Et je trouve que ça ne devrait pas se faire, en Suisse en particulier. Nous sommes pleins de soupe, nous avons tout, trop de tout. Il y a un gaspillage et on les expulse. Eux, ils sont, dans une semaine, ils sont un appartement, quoi. Et puis nous, on cherche pendant des mois. Donc vous trouvez que ça peut être juste d'expulser les étrangers? Ouais. Ce même 12 janvier, le porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés déclare « Le Haut-Commissaire regrette le renvoi de M. Muset dans son pays d'origine. Et il regrette que les autorités suisses ne lui aient pas donné la possibilité de trouver un autre pays d'accueil. » Aux écorcheresses chez les Burkhalter qui ont caché la famille Muset, c'est encore le choc.
Il y a un attachement comme ça qui s'était créé avec cette famille. On vous sent très proche de... Oh, si, oui. Il nous manque. Oui, c'est un grand vide. C'est un grand vide. Puis on se demande aujourd'hui qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça. Puis vraiment, j'avais honte quand je voyais ces policiers dans les escaliers, puis vers chaque porte, il y avait quelqu'un. Vraiment, s'ils auraient dû embarquer une bande de gangsters, ils auraient fait autant. Ça m'a vraiment touchée. Puis je me dis encore aujourd'hui, alors, on parlait de la dernière guerre mondiale, comment ils ont fait avec les Juifs, mais c'est pas meilleur comme ils ont fait. J'ai eu honte vraiment qu'on n'a pas plus d'hospitalité en face d'étrangers. Nous avons très peu de gens qui nous ont fait des reproches. La plupart des gens que nous avons côtoyés jusqu'à maintenant nous félicitent et nous encouragent à continuer à aider les pauvres et les déshérités de notre société. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence que généralement les gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nos opinions n'ont peut-être pas directement le courage de nous adresser et de montrer leur désaccord de cette manière. On a toujours l'intention d'aider les pauvres, puis ceux qui sont un peu menacés. Alors on a pensé, maintenant on a le moment où on peut faire quelque chose vraiment réel. Puis aussi par notre religion qui nous dicte, tu dois aider ton prochain. Puis ce que tu fais pour un petit, c'est Jésus qui nous a appris, c'est déjà ça. Alors, on avait vraiment plaisir d'avoir cette occasion. Très vite, la presse romande accorde une large place à ce qui devient l'affaire Muset. Car si la décision du renvoi prononcée par Berne divise les Suisses, la méthode employée, elle, choque de larges couches de la population. L'organisation de cette expulsion, ça, je peux avouer, était certainement exceptionnelle. Mais les conditions de ce renvoi étaient aussi exceptionnelles. Il ne faut pas oublier que les sympathisants de M. Muset étaient organisés d'une manière telle qu'on pouvait craindre qu'il s'opposait avec tous les moyens de cette expulsion. Il était même en mesure de bloquer des routes, les entrées des aéroports pour enfin empêcher son départ. Coût de l'expulsion, 120 000 francs minimum, reconnaît le délégué aux réfugiés. Une somme impressionnante, car depuis le renvoi mouvementé de 59 requérants d'asile zaïrois en 1985, la compagnie nationale ne souhaite plus être sollicitée pour des expulsions. Est-ce que vous auriez accepté de faire ce transport? Écoutez, la question ne s'est pas posée. Par conséquent, ça va être difficile de vous répondre. Nous avons certes avisé la Confédération que nous ne cherchions pas ce genre de transport, de loin pas, et qu'on s'en passe volontiers. Maintenant, donc c'est bien ce qui s'est passé dans l'affaire Muset, puisque vous savez que c'est un autre type d'appareil et une autre compagnie qui a été choisie pour transporter ce passager et sa famille. Maintenant, si la Confédération nous en donne l'ordre, que pouvons-nous faire? Peter Arbenz préfère donc s'adresser à la société privée Jet Aviation, qui sous-loue des avions comme des taxis. Pour le renvoi de la famille Muset, c'est un avion appartenant en leasing à la société Aérogolf qui a été utilisé. Installé à Genève,
Aérogolf fait partie d'un holding imposant mais discret, qui aurait vendu il y a quelques années du pétrole tanzanien à l'Afrique du Sud en dépit du boycott économique. Quand nous sous-louons notre avion, nous ne connaissons jamais le client. Donc dans ce cas-ci, j'ai appris que la Confédération avait utilisé les services de notre avion, mais nous l'ignorions tout à fait. Est-ce que vous auriez accepté d'effectuer un tel transport si vous aviez été au courant? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ça nous donne quand même, pour des raisons peut-être personnelles aussi, mais également, donc raisons politiques, mais également, ça nous donne une publicité quand même qui n'est pas très agréable et nous n'aimons pas la publicité. En général, nous préférons donc qu'on n'utilise pas le nom de notre société, l'avion de notre société, à des fins surtout donc, qui sont aussi sensibles, aussi politiques que celle-là. L'effet de surprise passé, l'émotion est encore vive quelques jours après l'expulsion. Le vendredi suivant, 1000 à 2000 personnes manifestent à Delémont. Une mobilisation où les églises et les groupes d'aide aux réfugiés sont très actifs. Nous nous sommes rappelés que nos ancêtres, les Ménonites, ont aussi subi des persécutions. Fuyant leur patrie, ils ont trouvé une terre d'accueil sur les montagnes du Jura, où nous vivons encore aujourd'hui. Dans le même esprit, nous avons accepté d'aider les mal-aimés et les persécutés de notre société, les réfugiés. Mais à Delémont, la dimension humanitaire n'est pas seule à s'exprimer. Très vite, la sensibilité jurassienne s'est manifestée et l'on s'interroge déjà sur le rôle joué par le canton du Jura dans cette affaire. Les Jurassiennes et les Jurassiens qui se sont battus si longtemps pour leur liberté et qui ont refusé le plus massivement la police fédérale de sécurité n'admettent pas qu'un chef de leur police ait pu se faire berner pareillement par un Arbenz fédéral au cœur de fer. Choqués, émus, les Jurassiens ne veulent pas oublier. Décision est prise de manifester à nouveau tous les 11 du mois afin de commémorer cette expulsion qu'ils jugent scandaleuse. Pour rappeler aux autorités les vraies valeurs helvétiques, les bergers de Froidevaux décident de jeûner pendant une journée. Des voix s'élèvent de toutes parts pour protester contre le renvoi de la famille zaïroise. Uli Seiler, directeur d'une école privée dans le canton de Berne, fait partie de ceux-là. Je me suis demandé comment je pouvais marquer ma résistance envers un État qui commet des injustices, qui n'est plus légitime et qui est peut-être légal, mais qui n'est plus légitime. J'ai donc décidé de renvoyer mon livret de service au conseiller fédéral Kohler et de lui dire publiquement que dorénavant je refusais de faire mon service militaire. Certaines personnes ont réagi en me disant que je devrais migrer à l'Est, en Russie ou en Chine. J'ai voyagé dans ces pays et ils me plaisent, mais ce sont des États totalitaires. Je veux rester ici, en Suisse, afin que la Suisse ne devienne justement pas un État totalitaire. Je veux combattre pour l'humanité. En Suisse romande, les lettres de lecteurs affluent en direction des journaux, reflétant une opinion divisée.
J'ai été indigné de la manière dont on a traité les autorités de ce pays et au travers elles, on a traité de la sorte, on s'est moqué, on a méprisé la volonté du peuple suisse clairement exprimée lors de la votation fédérale sur le sujet. Voilà comment j'ai ressenti la chose et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit aux journaux. Vous avez donc vous-même soutenu cette expulsion? Tout à fait, tout à fait. D'abord, j'avais trouvé tout à fait normal que cet homme vienne chez nous pour faire des études. C'est logique, c'est une forme d'aide que la Suisse pratique depuis très longtemps, mais ça ne doit pas impliquer qu'on doit lui rester le solde de ces jours, des années à vivre. Comme on vient de le voir, les responsables de cette manière de faire sont ceux qui ont caché Musset. Ce sont ceux qui étaient prêts à faire une effusion de sang pour empêcher la police de faire son métier. Alors en mettant beaucoup de policiers et puis un avion qui soit rapide, on a évité le scandale et peut-être l'effusion de sang. Et de cela, je m'en félicite. Ça a coûté cher, tous les réfugiés coûtent cher. Ça, il n'y a pas d'illusion à se faire là-dessus. Mais enfin, on va encore pas discuter d'argent dans cette affaire. À Genève, on se passionne rapidement pour l'affaire. L'expulsion provoque un durcissement des positions, une radicalisation qui atteint même certains députés d'ordinaire fort respectueux de la légalité. Les pétitions, il en faut. Des protestations, des résolutions, des lettres, des manifestations, il en faut. Et il en faudra encore, et peut-être beaucoup, malheureusement. Mais je dis, cela n'est plus suffisant. Et à cause des attitudes de nos autorités fédérales, nous sommes acculés à aller plus loin. Nous sommes acculés à faire un pas de plus. Et je propose donc que nous fassions une campagne de désobéissance civique ou d'objection de l'impôt. Et je propose que nous soyons une masse à refuser de payer une partie de nos impôts fédéraux cette année en signe de protestation et que nous les mettions sur un compte bloqué jusqu'à ce que Berne débloque la situation et ait une autre attitude vis-à-vis des anciens requérants d'asile. On a l'impression qu'il y a un clivage qui s'accroît entre deux types de Suisses. Est-ce que c'est aussi votre avis? Il faut quand même relativer le problème, monsieur, parce que c'est vraiment une minorité qui déprouve nos décisions. Mais évidemment, c'est une minorité qui fait beaucoup de bruit. Mais d'autre part, je me rends parfaitement compte, et je ne prends pas à la légère une désobéissance civile, je me rends parfaitement compte, ça ne me laisse pas froide. Mais d'autre part, nous ne pouvons pas accepter que nos décisions soient quasiment soumises à une plébiscite. Mais est-ce que vous n'êtes quand même pas un peu frappé par la réaction de l'opinion helvétique? Parce qu'on le voit de la gauche à la droite, des gens comme M. Frey du Parti radical, le Neuchâtelois, des gens comme les gens des églises, du Parti démocrate chrétien, des journaux comme le Nouvelliste, qu'on ne peut pas soupçonner d'être complaisants à l'égard des requérants d'asile, unanimement sont choqués. Sauf l'Action nationale. L'Action nationale vous félicite, M. Hador. Non, je pense qu'il ne faut tout de même pas exagérer. C'est vrai que je suis assez étonné de la forte réaction. On attendait une réaction, mais pas aussi forte. 1600 appels à l'émission Table ouverte. L'affaire Musset, comme la question des réfugiés en général, divise profondément l'opinion publique de notre pays. La Suisse est petite et déjà surpeuplée, monsieur. Pourquoi on ne renvoie pas tous ces réfugiés une fois pour toutes? Le renvoi de la famille Musset me fait penser à un acte criminel, barbare. Mais que ferait-on des réfugiés s'ils venaient tous en Suisse? Cette expulsion m'a écœuré et scandalisé. J'ai vraiment honte d'avoir un passeport suisse. Ceux qui défendent M. Musset feraient mieux de défendre les personnes âgées de notre pays. Madame Kopp et M. Arbenz ne font qu'appliquer des mesures approuvées par la majorité du peuple suisse. C'est l'argent de Mobutu caché dans nos banques et par la famille Musset qu'il fallait expulser. Faut pas prendre la Suisse pour une poubelle. Mais alors, qui est cet homme suscitant de telles passions?
L'histoire de Mathieu Musée en Suisse commence ici, dans cette chapelle de Fribourg. C'est là que ce théologien arrive en 1970 à l'âge de 30 ans. Il est au bénéfice d'une autorisation de séjour lui permettant de mener à bien une thèse de doctorat qu'il obtient en 1974 à Fribourg. Possesseur de diplômes en théologie, en droit, en philosophie, Musée poursuit ses activités à l'université de Berne. Il enseigne dans des écoles suisses et ne coûte rien à la Confédération. De surcroît, il est nommé professeur dans une université du Zaïre. Durant ses va-et-vient comme professeur ici à Berne et comme professeur en même temps au campus de l'université du Zaïre en enseignant à Lubumbashi, il a aussi dû choisir entre une politisation qui se faisait de plus en plus au Zaïre. Il a dû choisir s'il veut être proche, conseiller de la présidence ou pas, et peut-être déjà ayant ressenti les chances de la démocratie qu'il a vécues ici en Suisse, il a en même temps pris aussi des décisions vis-à-vis d'un système politique qui est plutôt, disons, autoritaire, même dictatorial. Et il a pris donc ses distances et il a commencé un changement dans son rapport avec le gouvernement du Zaïre et avec l'ambassade ici à Berne. Sa vie va basculer réellement en 1982 avec la découverte d'un document lors d'une occupation de la mission du Zaïre à Genève. Sous l'emblème de la République du Zaïre, on peut lire « Liste confidentielle des opposants à surveiller par la station de Genève ». Le nom de Musée figure en 13e position. Car Mathieu Musée a changé et pris ses distances vis-à-vis du régime de Mobutu. Il renonce même à enseigner au Zaïre, coupant les ponts bien avant l'échéance de son autorisation de séjour en Suisse. On avait fixé un délai de quitter la Suisse et c'est seulement dans ce moment-là où M. Musée, qui n'a jamais dit qu'il était menacé, seulement là, il a posé une question d'asile. On a scrupuleusement étudié cette demande et on l'a trouvé mal fondée. Il a fait un recours et le recours a été rejeté. Alors il a fait de nouveau une demande de révision avec des documents falsifiés et les dires de M. Musée ne correspondaient pas du tout à la vérité. En s'intéressant au cas Musée, nous avons retrouvé cet article du Blick accusant Musée d'être un étudiant perpétuel. C'est faux, affirme le Zaïrois. Musée intente un procès au journal et le gagne. C'est pourtant ce même article mensonger qui sera envoyé comme pièce du dossier à l'ambassade de Suisse à Kinshasa, où la police fédérale a fait vérifier les affirmations de Musée. C'est de là que viendraient les preuves que Musée a menti. Dans sa réponse, l'ambassade de Suisse se révèle incapable de fournir une preuve de mensonge et semble surtout avoir été impressionnée par l'article du Blick. J'ai également lu avec beaucoup d'intérêt l'article publié au sujet de Musée dans le journal Blick du 24 août 85. En ce qui concerne les opposants figurant sur la liste que vous m'avez soumise, je ne suis malheureusement pas à même de vérifier si celle-ci est authentique et s'il s'agit d'opposants politiques ou d'une autre sorte d'opposants. Signé de l'ambassadeur de Suisse, Zender. Vous n'accordez aucune confiance à cette liste des opposants zaïrois déclarés devoir être surveillés par l'ambassade du Zaïre en Suisse? En tout cas, nous avons examiné cette liste et d'après cet examen, cette liste n'est pas complète et n'est pas, en tout cas, n'est pas confirmée par les autorités au Zaïre même. Et M. Musée lui-même, dans le cadre de sa procédure d'asile, n'a jamais prétendu qu'il était sur cette liste noire. Pourtant, dans le protocole de l'audition fédérale du 13 août 85, on peut lire clairement que Mathieu Musée a été interrogé sur la liste des opposants zaïrois découverte à la mission de Genève. Musée déclare « Je suis sur la liste des opposants zaïrois à surveiller par la mission de Genève. » Malgré l'absence de preuves et un doute qui subsiste,
l'Office fédéral de la police rejette le 25 octobre 1985 la demande d'asile de Mathieu Muset. Nous avons la ferme conviction que seules des raisons de convenance personnelle ont motivé le dépôt de cette requête. Nous dénions requérant la qualité d'opposant au régime moboutiste. Les disparitions dans son entourage n'ont rien de politique. L'authenticité de la liste des opposants zaïrois n'a pu être prouvée. Le refus de sa demande d'asile repose-t-il uniquement sur des faits? On peut se poser la question, alors que la volonté du peuple suisse et la nouvelle loi sur l'asile appellent à davantage de fermeté à l'égard des requérants d'asile, une fermeté pratiquée en premier lieu par des fonctionnaires fédéraux insensibles à des mentalités et cultures différentes. Il a un malentendu tout à fait dramatique, parce que d'un côté, nous avons le policier et bien le fonctionnaire qui interroge en africain et qui ne respecte pas les règles même de la communication, disons, africaine comme telle. Tout d'abord, le fonctionnaire part de l'idée que tout ce que pourra dire l'Africain, c'est du mensonge. Il doit lui prouver à chaque moment, en fait, tout ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Et l'Africain, quand il sent ça, donc il a un manque de communication est terrible. De tout ce que je vais raconter au fonctionnaire, même si c'est vrai, lui dira que ce n'est pas vrai. Alors, il veut, en fait, me faire comprendre qu'il n'a pas le droit de me donner l'asile, il va me refuser l'asile. Ce qui fait que, à un certain moment, même quelqu'un peut-être qui aurait pu, en racontant son histoire convenablement, aurait pu être crédible, même avoir l'asile politique, parce que les faits sont là, il va chercher d'autres voies, en fait, parce qu'il est un préjugé de la part du fonctionnaire. Lors du renvoi des 59 requérants d'asile zaïrois en novembre 1985, Muset se retrouve en première ligne pour protester et dénoncer le régime de Mobutu. Il est maintenant actif au sein de l'opposition zaïroise. Mathieu Muset n'est plus le même homme que lors de son arrivée, 15 ans plus tôt, à Fribourg. Dans une histoire tout à fait imaginaire, d'élimination. Que s'est-il réellement passé au cours de ces années où il voit naître ses deux enfants? Qui est réellement Mathieu Muset? Dans son dernier domicile légal, près de Berne, est-il devenu un opportuniste, comme le soutient la police fédérale? S'est-il politisé uniquement pour justifier une demande d'asile déposée tardivement? Pendant de nombreuses années, Muset vivait en règle grâce à plusieurs autorisations de séjour. À l'échéance de celle-ci, n'est-ce pas au contraire sa politisation progressive qui l'a amené à déposer sa demande d'asile? Mathieu, pour nous, a toujours été considéré comme un intellectuel. Il a une capacité donc, de réflexion qui, de temps en temps, nous servait à quelque chose. Et nous, nous sommes des militants. Et Mathieu a pris peut-être du retard pour rejoindre les rangs de l'opposition. Mais ce que nous savons très bien que Mathieu, depuis 1985, a participé physiquement à plusieurs activités de l'opposition contre Mobutu. Donc, on le considérait depuis 1985 comme un militant, par ses écrits ou par ses prises de position. En septembre 1987, l'opposition zaïroise se réunit à B, dans le canton de Vaud, et constitue un gouvernement en exil. Mais Muset, déjà caché dans le Jura, ne peut assister à la réunion. En revanche, il donne son accord pour devenir ministre de l'Éducation et de la Recherche de ce gouvernement en exil. Nous savons que le professeur Mathieu Muset, rapatrié, il risque de connaître le sort que Mobutu a déjà réservé à des exilés qui rentrent au Zaïre, c'est-à-dire la mort. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'avoir appartenu à ce gouvernement en exil, manifestant par là même son opposition au régime du président Mobutu, l'expose aujourd'hui à un danger au Zaïre? Il a commencé avec cette activité seulement après qu'il avait posé sa demande d'asile, donc pour nous, ce n'était pas relevant.
Dans quelle mesure est-ce que l'on peut faire confiance à des garanties données par un gouvernement dont on sait pertinemment qu'il ne respecte pas les droits démocratiques? Nous avons une garantie par écrit des autorités compétentes qui nous disent que M. Musée et sa famille peuvent vivre librement en Zaïre. Pour y voir plus clair, nous avons profité de la session de la Commission des droits de l'homme à l'ONU pour rencontrer François de Vargas du Comité suisse contre la torture. Avec lui, nous voulions faire le point sur la situation des droits de l'homme au Zaïre et sur le contenu des conventions internationales. Les risques d'un refoulement vers le Zaïre, je crois, sont assez considérables parce qu'on sait que la torture est pratiquée couramment au Zaïre. Il n'y a qu'à lire les rapports d'Amnesty International à ce propos. Et on sait aussi qu'on ne peut guère se fier à la parole des autorités dans ce pays-là. La Convention des Nations Unies contre la torture, que la Suisse a ratifiée, qui est entrée en vigueur le 26 juin de l'année passée, dit dans un article spécifiquement « Aucun État parti n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. » Alors je tiens à dire que cet article s'applique à toute personne, hein, pas seulement à des réfugiés qui auraient des raisons politiques, religieuses ou autres de demander l'asile. Toute personne qui risque la torture, même si c'est un criminel. Et la Suisse a signé cela. On peut donc se poser la question, très sérieusement, sur l'opportunité de renvoyer un homme comme Musée au Zaïre. N'oublions pas que la Suisse et le Zaïre entretiennent d'excellentes relations, à l'image de la dernière visite officielle du président Mobutu en novembre 87. Une visite où le président zaïrois s'est entretenu avec le conseiller fédéral Pierre Aubert. Ont-ils parlé de l'opposition zaïroise en Suisse? Probable, car dans les jours qui suivent, la police fédérale donne l'ordre à un réfugié zaïrois de cesser ses critiques à l'encontre du président Mobutu. Mais au-delà des enjeux diplomatiques, comme des risques encourus, il y a le drame d'une famille qui a passé 17 années en Suisse. Je ne veux pas savoir en l'état si juridiquement il avait le droit à un permis de réfugié politique. Ce que je sais, c'est qu'après 18 ans ou 17 ans d'enracinement, on ne peut pas agir ainsi. 18 ans d'enracinement pour un homme, c'est un bon tiers de sa vie d'adulte. Un bon tiers de sa vie d'adulte. Ici, il ne dérangeait personne, ces gens-là. On veut faire un exemple? Je ne sais pas si on veut faire un exemple. On donnera le branle pour que, alors, tous ceux qui sont là depuis 10 ans, 8 ans, 6 ans, soient traités de la même façon. En 17 ans, Mathieu Musée est devenu une personnalité connue, débordant d'activités pour tisser des liens entre sa culture africaine et celle du pays où il vivait. Nous avons retrouvé ces images témoignant d'un de ses passages à Fribourg en 1985. Je suis persuadé que nous avons perdu quelqu'un dans ce monde international qui est en train de se bâtir. Nous avons besoin de personnes qui jettent des ponts, qui justement mènent ce dialogue dans leur propre personne et qui ont aussi le don pédagogique de le transmettre comme Mathieu a pu le faire dans les universités populaires, dans les cours qu'il donnait au gymnase, dans l'enseignement qu'il donnait à l'université. Et le corps devient lui-même langage. C'est-à-dire qu'il y a le langage du corps. Et ici, on peut dire, dans un contexte africain, il y a la revalorisation du corps. Nous sommes loin de la perspective platonicienne, où le corps, c'est une prison dont il faut se libérer, tandis que l'Africain, le corps a sa valeur. Pas seulement sur le plan médical, mais sur le plan même de toute l'anthropologie, disons, africaine. Mathieu Musée n'était pas un requérant d'asile anonyme. Grâce à tous les cours qu'il donnait, il s'était fait connaître un peu partout en Suisse, comme ici, au gymnase de Bienne. Un homme apprécié qui a marqué ceux qui l'ont fréquenté, élèves et professeurs. Montrer qu'il y a une filiation particulière entre lui et Platon. Il me semble qu'au moment où il y a tellement de personnes de milieux tellement divers qui ont pris fait et cause pour
M. Musée, qui est un intellectuel hors pair, qui nous a beaucoup apporté à ceux qui l'ont côtoyé dans le domaine du dialogue Nord-Sud. S'il y a tellement de protestations, c'est peut-être quand même le signe que ça vaut la peine de se poser des questions. Quand on l'a connu, on se dit c'est quand même fou qu'on en arrive à ce point-là. Et puis après, on se dit finalement, on ne peut plus faire grand-chose. On essaye peut-être de montrer qu'on l'a connu, on l'a apprécié, comme d'autres réfugiés aussi, qu'on a pu entrer en contact avec eux, retirer quelque chose de ce qu'ils pouvaient nous apporter, et puis peut-être essayer de sensibiliser d'autres gens à cela. Choqués par l'expulsion d'un homme qu'ils ont personnellement connu, les gymnasiens réagissent. Davantage animés par un sentiment humanitaire que par des discours politiques, ils ne comprennent pas cette mesure et font parvenir un lot de paquets vides, témoins de la dimension de leur indignation, au Palais fédéral et à Madame Kopp. Des cartes postales exprimant leur sentiment de révolte sont parvenues à la télévision romande. Dans le Jura, l'affaire continue de faire grand bruit. Et 10 jours après l'expulsion, la fièvre gagne le Parlement cantonal qui adopte une résolution. Le Parlement jurassien, indigné par le renvoi au Zaïre d'un membre du gouvernement provisoire d'opposition au régime, exprime sa gratitude à la famille qui a hébergé Mathieu Musset et les siens jusqu'à leur arrestation. Proteste contre les conditions dans lesquelles celle-ci a été arrêtée. Si le gouvernement jurassien n'avait pas la possibilité de s'opposer à l'expulsion, les députés demandent en revanche des explications sur la manière dont l'ordre a été transmis par Berne. Le gouvernement ne peut en aucune manière admettre les procédés utilisés en cette affaire par le délégué fédéral aux réfugiés et ses services. Il n'admet pas en particulier, pour ce qui concerne le Jura, qu'il n'ait jamais été précisé à un membre du gouvernement la nature et les modalités de ce refoulement d'une famille de demandeurs d'asile. Il n'admet pas non plus que l'ordre d'arrestation n'ait pas été adressé, pour le moins, à un membre du gouvernement, mais directement au commandement de la police cantonale. J'ai bien eu un contact téléphonique avec M. Arbenz, mais on ne m'a pas tout dit. On m'a caché, par exemple, que M. Musset avait de la famille, qu'il était ici depuis 18 ans. On ne m'a pas dit non plus comment se ferait son expulsion. Et dans cette mesure-là, je pense que les pratiques des services du délégué aux réfugiés ne sont pas correctes. Est-ce que vous avez eu l'impression que finalement, on a traité directement de fonctionnaire à fonctionnaire, c'est-à-dire de M. Arbenz au commandant de la police jurassienne, en écartant l'autorité politique de cette affaire? Mais oui, j'en ai la conviction, parce que tout d'abord, les autorités judiciaires ont refusé leur collaboration dans cette affaire. Et je le savais que les autorités judiciaires refusaient leur collaboration. Et ensuite, un téléx est arrivé directement à la police. D'ailleurs, très tard, en fin de semaine, et c'est un téléx qui est directement adressé au commandement de la police, sans aucune référence à l'autorité politique, sans aucune référence non plus à l'autorité judiciaire. Un téléx qui, je dois le dire, m'est parvenu 2 jours après l'opération. Donc, nous n'étions pas au courant, nous n'étions pas suffisamment informés de ce qui se passait dans cette affaire Musset. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls. Je crois même qu'au département militaire, très sérieux, département militaire fédéral, on s'est plaint aussi que l'information n'était pas suffisamment circonstanciée. Monsieur Pierre Boyat nous a affirmé publiquement qu'il ne vous a jamais donné son aval en tant qu'autorité politique à la collaboration pour cette expulsion et que d'autre part, vous avez traité directement avec monsieur Dula, le commandant de la police cantonale jurassienne. Alors là, je dis clairement que les accusations du gouvernement jurassien ne sont pas fondées. Tout d'abord, je confirme encore une fois que j'ai informé M. Boyat, le ministre compétent à ce moment, du fait qu'on a trouvé M. Musset et sa famille
sur le territoire du canton de Jura. Est-ce que lors de ce fameux téléphone, M. Boyat vous a donné son accord, son aval à cette opération? Il a donné son accord dans le sens qu'il a admis qu'il est d'accord que tout se déroulera au niveau des commandants de police. Et d'ailleurs, et ça je veux aussi rappeler, c'est l'organisation normale. Je pourrais vous citer au moins 4 autres cas zaïrois qui étaient expulsés l'année passée où la police du canton de Jura a agi sans informer son gouvernement. Vous estimez donc que c'est une pratique relativement courante, que vos services traitent directement avec les chefs de la police cantonale de différents cantons? C'est absolument pratique courante et c'est la première fois où je suis intervenu moi-même. Est-ce également sur la base d'un simple telex adressé à la police jurassienne que Peter Arbenz a fait expulser du Jura 4 autres Zaïrois? Le gouvernement jurassien était-il au courant? Ce sont les questions que nous aurions voulu poser à M. Dula, commandant de la police cantonale et organisateur de l'expulsion sur le territoire jurassien. Écoutez, je suis malheureusement dans le regret de ne pouvoir répondre à vos diverses questions sur l'affaire Muset. Vous savez qu'à l'échelon du canton, il y a une enquête administrative en cours et vous devez comprendre que mes devoirs de retenue m'interdisent tout commentaire et prise de position à ce sujet, du moins pour l'instant. Selon l'article 3 de la loi sur la police cantonale jurassienne, le droit de requérir la police cantonale appartient A. au gouvernement, B. au département, C. aux autorités judiciaires. Vous avez vous-même été chef du département de justice et police du canton de Genève pendant de nombreuses années. Comment est-ce que vous voyez cette sorte de mise à l'écart, finalement, du pouvoir politique dans une décision comme celle-là? Si les choses sont comme on l'a indiqué, c'est-à-dire que l'autorité jurassienne n'a pas été consultée, n'a pas été chargée d'exécuter, si je m'étais trouvé dans la même situation, ça aurait fait un beau tapage. C'est pas pensable. C'est pas pensable. Dans le fond, de la démocratie de concordance qui est la nôtre fixe quand même les tâches des uns et des autres, c'est de la Confédération et des cantons, et l'ordre public, l'exécution des décisions, en principe, c'est les polices cantonales qui le font, mais sous les ordres du pouvoir civil, du conseiller d'État ou du conseil d'État du canton concerné. La Suisse est le pays du consensus par excellence. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'autour de ces expulsions, et notamment de la manière dont elles sont exécutées, on porte un coup à ce consensus helvétique? Ce qui me dérange, c'est que ce que je dis, là, la réaction que j'ai eue tout à l'heure, j'ai le sentiment qu'elle est un peu la voix qui clame dans le désert, que les autorités au plus haut niveau prenant des décisions, telles celles du renvoi de la famille Muset, parce que je ne dis pas Monsieur Muset, je dis la famille Muset, renforcent, dans le fond, parce que c'est l'autorité qui prend cette décision, que cette façon de procéder est juste, et alors qu'on est de moins en moins nombreux à ne pas accepter ce genre, je ne veux pas dire d'atteinte aux droits de l'homme, parce que je ne veux pas donner une notion juridique à cela, mais d'atteinte à l'image de notre pays et de son service à l'humanité. Dans la presse des pays voisins, l'expulsion de la famille Muset n'est pas passée inaperçue. Même en Amérique latine, et comme le montre ce journal péruvien, on en rend compte en première page avec une photo et le titre « Et tout ça parce qu'on est noir ». Historiquement, la Suisse, berceau du CICR, est empreinte de valeurs humanitaires. Cette image n'est-elle pas en train de changer? Vous me demandez maintenant ce que l'historien de demain pensera des événements que nous venons de vivre. Je crois qu'il lui faudra effectivement se mettre à la place des hommes d'aujourd'hui et qu'il aura peut-être quelques difficultés à comprendre comment il se pouvait qu'en un temps de paix, qu'en un temps de sécurité malgré tout, qu'en un temps de prospérité matérielle, parce que ça, je crois qu'il faut quand même le souligner, c'est une des différences fondamentales par rapport aux années de la guerre, qu'en une époque, donc, où finalement tout pouvait amener les hommes à se rapprocher, à se comprendre, on puisse assister, comme on y assiste aujourd'hui, à des pareils réflexes de repliement et de refermement sur soi-même, et c'est ça qui, je crois, risque d'être pour l'historien de l'avenir le plus incompréhensible. L'affaire Muset s'arrête là, du moins pour sa partie helvétique. Mais le 11 janvier, une autre histoire commence pour la famille Muset.
Que sont-ils devenus? Tant pour les opposants que pour les observateurs de la vie politique zaïroise, on envisage généralement deux hypothèses. Musée pourrait être contraint d'occuper un poste officiel, difficile à refuser, sans risque, dans un pays comme le Zaïre, mais efficace pour ridiculiser l'opposition extérieure, ou alors, dans les mois qui viennent, Musée pourrait tout simplement être victime d'un accident très suspect. Mais pour l'instant, selon nos informations, il se cache toujours. Il était une fois, au cœur des montagnes jurassiennes, une vaste et paisible clairière. À l'abri des regards indiscrets, une ferme isolée. C'est là que se cache depuis 9 mois une famille de requérants d'asile menacés d'expulsion. Une famille zaïroise du nom de Musée. Fuyant la police fédérale, ils ont trouvé refuge chez la famille Burkhalter. Le 11 janvier, à 7h30, une dizaine de véhicules encerclent la ferme. Près de 20 policiers s'engouffrent dans la maison. La famille Musée est sèchement tirée de son lit. À moi, elle a dit « Priez pour moi ». C'est la seule chose que vous pouvez faire maintenant. Puis ça m'a vraiment frappée. Alors que la famille Musée, encore sous le coup de la stupeur, rassemble à la hâte quelques affaires, déjà un hélicoptère fonce dans le ciel jurassien. Une expulsion menée comme une opération militaire par le commandant de la police jurassienne. Quand Madame Musée a vu que je prenais des photos, elle m'a conseillé. C'est par notre religion qui nous dicte, tu dois aider ton prochain. Puis ce que tu fais pour un petit, c'est Jésus qui nous a appris, c'est déjà ça. Alors, on avait vraiment plaisir d'avoir cette occasion. Très vite, la presse romande accorde une large place à ce qui devient l'affaire Musée. Car si la décision du renvoi prononcée par Berne divise les Suisses, la méthode employée, elle, choque de larges couches de la population. L'organisation de cette expulsion, ça, je peux avouer, était certainement exceptionnelle. Mais les conditions de ce renvoi étaient aussi exceptionnelles. Il ne faut pas oublier que les sympathisants de M. Musée étaient organisés d'une manière telle qu'on pouvait craindre qu'ils s'opposaient avec tous les moyens de cette expulsion. Il était même en mesure de bloquer des routes, les entrées des aéroports pour enfin empêcher son départ. Coût de l'expulsion, 120 000 francs minimum, reconnaît le délégué aux réfugiés. Une somme impressionnante, car depuis le renvoi mouvementé de 59 requérants d'asile zaïrois en 1985, la compagnie nationale m'a dit de faire publier ces photos à la presse pour que toute la Suisse voit comment ça s'est passé. Des moyens exceptionnels pour arracher les Musées à une paisible famille de paysans suisses. Les Burkhalter ne peuvent téléphoner, leurs lignes ayant été coupées.
ciel était bas. Et puis cet énorme hélicoptère est sorti par là, il a fait tout un tour. Et il y avait un bruit assez énorme qui donnait une impression pénible. Je sais pas, ça me donnait tout à fait l'impression que quelque chose d'anormal se passait et de tragique. Pendant ce temps, à Genève, on prépare discrètement un Mystère 50 privé. Mais, chose surprenante, l'hélicoptère ne se dirige pas vers Genève, mais vole en direction de l'aéroport militaire de Payerne, d'ordinaire interdit au trafic civil. La famille Muset est secrètement embarquée à bord du jet qui décolle vers le Zaïre. Un voyage qui met fin à 17 années vécues en Suisse. Ignorant encore que le renvoi s'est fait par avion privé, les sympathisants de Muset investissent l'aéroport de Kloten à l'heure du vol régulier pour Kinshasa. He is an activist, a militant of the Syrian opposition, and he is in danger of prosecution in Zaire. Sur tout le territoire suisse, le groupe Coordination Asile a mis en place un système d'alerte en cas d'expulsion. À Genève, première escale du vol vers Kinshasa, on pense que Muset et sa famille sont à bord. L'expulsion suscite déjà des réactions. Je trouve qu'on répète ce qui s'est passé pendant la guerre avec les Juifs. On a bouclé les frontières, on les a mis à la porte et ils ont été exécutés. Et je trouve que ça ne devrait pas se faire en Suisse en particulier. Nous sommes pleins de soupe, nous avons tout, trop de tout. Il y a un gaspillage et on les expulse. Eux, ils sont, dans une semaine, ils sont un appartement, quoi. Et puis nous, on cherche pendant des mois. Donc vous trouvez que ça peut être juste d'expulser les étrangers? Ouais. Ce même 12 janvier, le porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés déclare: le Haut-Commissaire regrette le renvoi de M. Muset dans son pays d'origine. Et il regrette que les autorités suisses ne lui aient pas donné la possibilité de trouver un autre pays d'accueil. Aux écorcheresses chez les burkhalters qui ont caché la famille Muset, c'est encore le choc. Il y a un attachement comme ça qui s'était créé avec cette famille. On vous sent très proche de... Oh, si, oui. Il nous manque. Oui, c'est un grand vide. C'est un grand vide. Puis on se demande aujourd'hui qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça. Puis vraiment, j'avais honte quand je voyais ces policiers dans les escaliers, puis vers chaque porte, il y avait quelqu'un. Vraiment, s'ils auraient dû embarquer une bande de gangsters, ils auraient fait autant. Ça m'a vraiment touchée. Puis je me dis encore aujourd'hui, alors, on parlait de la dernière guerre mondiale, comment ils ont fait avec les Juifs, mais c'est pas meilleur comme ils ont fait. J'ai eu honte vraiment qu'on n'a pas plus d'hospitalité en face d'étrangers. Nous avons très peu de gens qui nous ont fait des reproches. La plupart des gens que nous avons côtoyés jusqu'à maintenant nous félicitent et nous encouragent à continuer à aider les pauvres et les déshérités de notre société. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence que généralement les gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nos opinions n'ont peut-être pas directement le courage de nous adresser et de montrer leur désaccord de cette manière. On a toujours l'intention d'aider les pauvres, puis ceux qui sont un peu menacés. Alors on a pensé, maintenant on a le moment où on peut faire quelque chose vraiment réel.
Puis aussi